Bonjour les gens. Décidément, l'actualité est brûlante. Alors, on voit que ça flambe aux États-Unis. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les villes et les États où les manifestations des associations, des organisations non gouvernementales sont les plus actives euh, contre le racisme d'État, ce sont des villes et des États qui sont tenus par des démocrates. Et donc, où on accuse le racisme. Euh, j'ai déjà consacré quelques réflexions à la question non pas du racisme en tant que tel, mais à la question de la radicalisation, de la violence mimétique, puisque bon là ça me semble très intéressant de parler de ça. Euh, mais là, il y a autre chose qui me vient à l'esprit, et notamment parce que je vois que un peu partout dans le monde, on reprend ces mouvements pour dire voilà, on dénonce la violence policière, et notamment une violence raciste policière. J'en ai parlé aussi. Euh, et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Et je pense que c'est important de faire des précisions, d'apporter des précisions historiques euh, pour, comment dire, oui, pour mettre le cadre, pour cadrer le contexte de ces violences supposées ou vraies. Alors, justement, je vais partir du cadre américain, historiquement parlant. Et vous allez voir comme quoi c'est quand même riche d'instructions. Première chose, donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, les pays du Sud, on connaît l'histoire de la guerre de sécession. On a donc ces États du Sud, c'est-à-dire à l'époque ça devait concerner le Texas, la Louisiane, la Géorgie, euh, à peu près, oui, le Tennessee, ces États-là qui étaient donc euh, ce qu'on appelait des États dirigés par des colons, donc des Blancs, qui notamment euh, avaient fait leur richesse sur l'exploitation du coton. Bien, euh, ces États étaient dirigés, enfin disons, les représentants de ces États étaient démocrates. Et leur principal opposant, qui était Abraham Lincoln, était un républicain. Alors, pourquoi les démocrates étaient-ils colonialistes, esclavagistes? C'est parce que eux, dans leur vision des choses, l'aspect démocratique, c'était d'avoir voix au chapitre à Washington, hein, c'est-à-dire de peser en tant que donc, parlementaire à Washington, donc ils préconisaient plus de poids parlementaire que ce qu'ils n'avaient de fait, et bien sûr l'aspect libéral, c'est-à-dire de pouvoir justement d'avoir la liberté d'entreprise telle que eux ils se la représentaient. Donc en fait, il n'y avait pas pour eux de grosses contradictions à continuer à exploiter l'esclavage des Noirs pour leur richesse personnelle et en même temps de réclamer plus de liberté pour eux-mêmes.
Les républicains, eux, considéraient que justement la, comment dire, l'intégralité du bloc de la République états-unienne, avec une primauté sur l'exécutif, était plus importante qu'une, pour ainsi dire, une dislocation parlementaire. Et donc ça n'a pas raté. Les États du Sud ont menacé d'indépendance. C'est ce qui a provoqué la sécession, la guerre de sécession. Finalement, c'est les républicains qui ont gagné. Donc historiquement parlant, les États du Sud esclavagistes étaient démocrates et les États donc, de la côte est des États-Unis étaient plutôt républicains. Ce qui a été inversé comme changement des valeurs, c'est sous l'influence de John Fitzgerald Kennedy notamment. Puisque Kennedy était démocrate et a fait campagne à l'époque contre un candidat républicain sortant qui devait être, alors attendez voir, il devait être Johnson. Et non. Non. C'était bon, je vais dire des conneries, donc il faut vérifier, regarder sur Wikipédia quel était le président qui précédait Kennedy, mais c'était un républicain. Et donc, en fait, Kennedy, lui, a fait avancer la cause des Noirs. Donc, même si en tant que démocrate, la tradition voulait que les démocrates étaient pour la ségrégation, lui, Kennedy, s'est attaqué à la ségrégation. D'ailleurs, il y a des moments épiques où Kennedy et son frère visitent le Sud, et il y avait eu je crois, un étudiant noir qui avait tenté d'entrer dans une université. Alors, ne me demandez pas dans les détails, mais une université du Sud, je crois que c'était en Géorgie. C'est pareil, il faut vérifier. Euh, et on lui avait, bien entendu, on l'avait discriminé. Et Kennedy et son frère, qui était avocat, hein, avaient lutté pour la cause de cet étudiant noir pour entrer à l'université. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en fait, la ségrégation, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a eu en Afrique du Sud, c'est-à-dire l'apartheid, différencier les gens euh, dans leur accès aux études, dans leur accès à l'espace public, etc., etc., en fonction de leur couleur de peau, c'est quelque chose qui est historiquement très proche, puisque la ségrégation a été officiellement abandonnée justement dans les années 60 aux États-Unis. Et on connaît l'histoire de l'apartheid, hein, ça continue jusqu'en 1994, je crois, avec Mandela et Fred de Klerk. Donc ça veut dire que c'est une histoire qui est très 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 proche de notre époque contemporaine. Or, c'est là où c'est intéressant, nous en France, c'est pas qu'on est étranger à cela. Parce que la Louisiane, le mot Louisiane vient de Louis XIV, justement, et les conquêtes américaines du sud des États-Unis, à cette époque-là, étaient sous Louis XIV une possession française. Et Louis XIV a fait adopter sous son ministre Colbert, et après la mort de Colbert, le Code noir qui stipulait, en fait, le Code noir régulait les rapports entre blancs et noirs dans les îles, là où on pratiquait la plantation de canne à sucre.
et aussi, non, en fait, bien sûr, après, en Louisiane, justement. En gros, si vous voulez, le Code noir, c'est un code législatif raciste. Jean-Pierre, j'emploie vraiment le terme raciste, puisque, en gros, si vous voulez, il autorise des relations d'hommes blancs à femmes noires. Les enfants de cet homme blanc avec une femme noire, d'ailleurs, je crois qu'il y a un terme différent. Je crois qu'on parle de mulâtre dans un sens et de métis dans l'autre. Donc là, c'est pareil, faut vérifier, mais je crois qu'il y a ces deux termes. Et en gros, si vous voulez, métis, c'est moins péjoratif que mulâtre. Il me semble que c'est dans ce sens-là. Pareil, c'est à vérifier. Et ça vient de là, hein, ça vient de cette conception, et qui est, selon moi, la définition même du racisme. C'est-à-dire qu'en gros, les enfants de cet homme blanc avaient un certain statut. Ils n'étaient pas considérés vraiment comme blancs, mais du fait qu'ils étaient issus d'un mariage avec un homme blanc, enfin d'une union avec un homme blanc, ils avaient pour la possibilité d'être affranchis, de ne plus être considérés comme des esclaves. Donc c'est pour ça que les femmes noires cherchaient à avoir de temps à autre des rapports avec des hommes blancs, parce que ça leur permettait, si ce n'est pour elles, d'espérer une meilleure condition pour leurs enfants. Et l'inverse, par contre, qu'un homme noir ait une relation avec une femme blanche, ça c'était puni très sévèrement. Et même parfois puni par la mort. On plaisantait pas avec ça. Et ça, pour moi, quand un groupe ethnique refuse, hein, dans un sens, est d'accord pour s'unir avec un autre groupe ethnique, dans le sens où nos garçons ont le droit d'aller conquérir vos filles, mais vos garçons n'ont pas le droit de conquérir nos filles, ça, c'est ma définition du racisme. Et donc, le Code noir est, à mon avis, vraiment une incarnation de cela. Et ça a été pris comme disposition sous Louis XIV. D'ailleurs, il y a eu plusieurs étapes dans le Code noir. Il y a eu un premier code qui a été défini par Richelieu, si je ne m'abuse, et ensuite, plus tard, sous Colbert et sous Louis XIV. Et après même la mort de Colbert, il y a eu des dispositions qui ont précisé les statuts par rapport à différents territoires, parce qu'il y avait la Guadeloupe, la Martinique, vous voyez, ça faisait plusieurs territoires, et je crois qu'il y avait un statut dans chaque colonie, quoi. Or, en fait, on a perdu nos colonies françaises. La Louisiane, on l'a perdue sous Louis XV. Et dans la guerre de 7 ans. Euh, donc en étant en guerre contre la Prusse, et les Anglais, les colons britanniques en ont profité pour, comme on avait à négocier pour la paix, après la guerre de 7 ans, finalement on a lâché la Louisiane en plus pour une somme symbolique, quelque chose de ridicule. Donc les colonies ont continué, en ce qui nous concerne, les Français, dans les Antilles, mais elles ont été relayées par les Anglais. Or, les Anglais avaient une autre conception du colonialisme, et d'un côté plus libéral, mais d'un autre côté, disons, ils étaient autant racistes, quoi, que les Français. Si bien que l'histoire de la ségrégation s'est poursuivie, donc, après l'indépendance des États-Unis, aux États-Unis, et finalement elle n'a cessé que très tardivement. Et c'est un sujet délicat parce que, par exemple, dans les Antilles,
Donc officiellement, l'esclavagisme a été une première fois aboli pendant la Première République, pendant la Convention en 1793. Et ensuite, l'esclavage a été rétabli par Napoléon, puisqu'il était marié à Joséphine de la Teigerie de Beauharnais, de la pagerie de Beauharnais, fille de Tachère de la pagerie de Beauharnais, qui était un colon antillais. Et donc, en fait, il y avait des intérêts économiques pour continuer, pour prolonger l'esclavage, ce qui finalement ne sera aboli définitivement qu'en 1848 avec Victor von Schœlcher. Et il faut savoir que Schœlcher, pour pouvoir faire passer, pour pouvoir faire adopter sa loi, et on a été obligé de passer un accord avec les colons et de les dédommager de leurs pertes économiques dues au fait de la libération des esclaves, si bien qu'en fait on a encore aujourd'hui ce qu'on appelle les péqués dans les îles, c'est-à-dire ces familles de descendants de colons qui ont hérité d'une richesse importante. Il y a toujours des disparités par rapport à cela. Si je dis des erreurs, bien sûr, on peut me corriger. Hein. Mais ces disparités existent certes, mais officiellement, d'un point de vue juridique, la position, notamment eu égard à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est partie intégrante de la Constitution de la République, ça c'est important de comprendre ça, cette condition des hommes de couleur, elle est réglée juridiquement depuis longtemps comme une inégalité de droit et de naissance et de droit. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, c'est inviolable, en principe. D'accord. Si bien qu'en fait, on a, sur le sol métropolitain français, je vais évacuer la question des colonies, des Antilles et des colonies, et ce qu'on appelle les dom-toms. Parce que là, évidemment, on s'embarque dans des histoires en plus particulières, parce que, bon, la Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est complètement différent comme histoire, ou la Réunion, c'est complètement différent comme histoire de la Guyane française, des Antilles, etc. Là, il faudrait vraiment des spécialistes en histoire pour préciser tout ça. Ça, c'est vraiment des questions qui sont très épineuses et pointues. Mais en fait, donc l'histoire, c'est que vous avez donc sur le sol métropolitain français, vous n'avez pas de ségrégation. Il y a des banlieues, il y a des catégories de personnes qui sont défavorisées, matériellement parlant, financièrement parlant, socialement parlant, mais vous n'avez pas de ségrégation officielle. Ce que les gens ont vécu un apartheid, par exemple, du style vous êtes noir, vous n'avez pas droit à un boulot, vous n'avez pas le droit de faire des études, vous n'avez pas le droit. Ça n'existe pas sur le sol français. C'est les personnes de couleur, les personnes d'ethnie, quelles qu'elles soient, sont protégées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Même si c'est une question de texte de principe et que c'est dans l'application des faits, vous pouvez bien entendu avoir affaire à un patron ou à un recruteur ou à une personne qui peut-être va vous discriminer. Mais si cette personne le fait, elle se met en contrevenant à la loi. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors que l'apartheid, ou disons la ségrégation aux États-Unis,
a été bloqué par Kennedy et, disons, officiellement, dans les faits, ça s'est mis en place qu'à la fin des années 60. Vous voyez, c'est pas la même histoire. Et je pense que ça, c'est important de comprendre ça. Si il y a des crimes raciaux, il y en a, en France aussi, mais ce n'est pas le même système, c'est pas le même contexte. Il y a des études, des tas d'études qui sont sorties aux États-Unis qui montrent bien la disparité sociale homme blanc, homme noir. Il y a une véritable disparité sociale. Même si on voit le black, euh, le quota de black qui doit être dans la discrimination positive, dans les films, vous voyez, parce que ça fait partie de la discrimination positive, il faut montrer le bon black gentil, etc. Mais ça, c'est le côté divertissement, le côté médiatisation. Mais la réalité, je pense qu'elle est différente, quand bien même, bien entendu, il y a des gens de couleur qui réussissent, ça c'est sûr. Mais il reste quand même un fond de, je dirais pas de ségrégation, parce que c'est plus officiellement ni reconnu, ni encouragé, mais il y a toujours, faut se rappeler que la ségrégation, finalement, aux États-Unis, elle a été quand même pratiquée encore jusque dans les années 60. Donc c'est pas si vieux que ça. Alors que sur le sol français, cette forme de ségrégation-là n'est pas censée exister. Vous voyez, on peut estimer que je joue avec les mots, mais c'est pas. Vous comprenez, c'est. Enfin, je veux dire, on a quand même. C'est une autre situation, c'est une autre histoire et c'est une autre situation. En tout cas, si ségrégation il y a eu et si racisme il y a eu, eh bien, ça fait depuis plus longtemps que le racisme et la ségrégation sont condamnés par le droit français. Vous pouvez considérer que depuis la Troisième République à peu près, euh, de fait, la ségrégation n'est pas reconnue comme quelque chose d'acceptable au niveau du droit français. Même si dans les faits, des fois, c'est pas si facile que ça. Mais les mentalités ont considérablement évolué. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un film que j'aime bien d'ailleurs, qui s'appelle Le Salaire de la peur, avec des acteurs formidables. Il y a Charles Vanel, il y a Jean-Paul Belmondo. Donc ce film doit dater de 60 quelque chose, c'est Clouseau hein, qui l'a fait. Et vous avez à un moment, ça se passe en Amérique du Sud, et vous avez un moment deux femmes de couleur qui passent devant nos deux acteurs principaux, nos deux protagonistes, Charles Vanel et Jean-Paul Belmondo. Et Vanel s'adresse à Belmondo et lui dit: Ah, dis donc, on dirait qu'elles sont tombées du cocotier, celles-là. Cette remarque, on voit que dans les années 60, ça passait inaperçu. Aujourd'hui, aucun scénariste n'accepterait une telle remarque. Ça va de soi que c'est tout de suite euh, un propos raciste et que ça passe pas du tout. Heureusement, hein. Donc, on voit bien que les mentalités ont évolué. Euh, Ceci pour en venir à... On a en France, par exemple, des problèmes avec euh, les, les violences policières. Et j'aime bien le propos qu'a tenu, je crois, c'est Alain Bauer à cet égard,
qui a parlé plutôt que de violence policière, d'abus d'autorité. Et je pense que c'est un terme qui est plus précis d'ailleurs que violence policière. Parce que la violence policière, ça tenterait à susciter l'idée que finalement, si ce n'est une majorité de policiers, mais en tout cas une bonne proportion d'entre eux, seraient enclins à la violence, seraient des gens qui auraient un tempérament voilà, intempestif et qui aimeraient ça, quoi. Or, l'abus d'autorité, ça marque d'abord une dérive. Et pourquoi? Parce que cette dérive autoritaire, elle vient du fait que certains policiers se sentent protégés par leur hiérarchie, à commencer par tout en haut, vous voyez, à commencer par les joueurs de poker, d'accord? Et ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, parce que le fait d'avoir justement cette autorité, c'est un statut particulier, là on parle du monopole de la violence, ça vous donne un certain statut qui peut éventuellement, si c'est pas encadré précisément, vous donner une certaine marge de manœuvre, une certaine euh, comment dire, une certaine oui, marge de manœuvre pour exercer vos droits et en abuser. J'ai des exemples, il y a plein d'exemples hein, qu'on a vus sur ces derniers temps. Voir une petite mamie se faire prendre une contravention parce qu'elle descendait ses poubelles, par exemple, ou des gens qui se font amener en garde à vue pour un oui, quasiment pour un oui, pour un non, parce qu'ils sont éventuellement pas au bon moment, au bon endroit, ou parce qu'ils ont peut-être regardé quelqu'un de travers, ou parce que peut-être qu'une insulte a fusé dans l'énervement, ou parce que voilà, ils avaient peut-être un sac en manifestation et dedans il y avait un gilet jaune ou du sérum physiologique ou des choses qui sont considérées comme des armes. Enfin, vous voyez, l'interprétation peut être très large. Beaucoup de manifestants ont été serrés comme ça et se sont retrouvés en garde à vue avec des intimidations, avec des insultes, etc. Sont ressortis et ils n'ont pas été poursuivis, ils ont simplement eu ce qu'on appelle un rappel à l'ordre. Donc déjà, c'est outrepasser les droits parce que normalement, si on met quelqu'un en garde à vue, c'est parce qu'on a un soupçon que cette personne a été en train de commettre quelque chose de grave ou a commis quelque chose de grave, une infraction par rapport à la loi. Mais vous voyez, donc c'est une protection normalement, c'est pour protéger les citoyens des personnes dangereuses. Alors là, je pense qu'il y a vraiment, on peut parler d'abus d'autorité. Mais je ne sais pas si cet abus d'autorité est simplement une dérive parce que, encore une fois, il y a un peu une utilisation politique de nos forces de l'ordre, ou est-ce que ces mêmes policiers sont par essence racistes? Il y a certainement des policiers qui en viennent à, disons, penser que, par exemple, c'est toujours les mêmes qu'on attrape et c'est toujours le même genre de faciès et donc ou délit de faciès, etc. Bien sûr, mais je ne suis pas convaincu que tous les policiers ou qu'une majorité de policiers pensent ça. Je, je pense que c'est un peu plus nuancé et que les policiers étant des gens souvent de terrain,
ils ont affaire à des petites frappes, mais ils ont aussi affaire à des gens, des commerçants honnêtes, des gens honnêtes, et ils doivent bien se rendre compte qu'il y a plein de personnes ressortissantes, on va dire, des minorités, comme on dit, visibles, ou euh, des quartiers, etc., qui sont dans l'écrasante majorité honnêtes et qui ne cherchent aucune histoire. Donc je pense que vraiment quelqu'un qui a un peu de bouteille peut s'en rendre compte. Ils savent très bien, à mon avis, que on a toujours affaire aux mêmes en fait. En général, c'est un peu toujours les mêmes fouteurs de merde et que bon, ben voilà. Hein, après, euh, il y a peut-être des, des petits phénomènes de comment dire dans certains quartiers, dans certains groupes de jeunes personnes euh, qui se qui se qui s'encouragent mutuellement à certains passages à l'acte avec un petit peu de la bravoure, histoire de voilà, prouver sa virilité en ayant au moins une fois énervé le voisin, en ayant provoqué au moins une fois une altercation avec un policier. Ou voilà, je me rappelle moi d'un épisode, j'avais été comme travailleur intérimaire une fois. Euh, c'est souvent qu'on fait comme ça quand on veut embaucher quelqu'un, ou disons sur un plus long terme, on fait une espèce de test, c'est-à-dire on passe par l'intérimaire et on vous met à l'essai sur une journée. Et j'étais arrivé, c'était d'une entreprise qui s'appelait Europa Discount, et donc il y avait un entrepôt. Et à l'entrée, déjà, j'avais été un peu étonné que le gardien qui était à l'entrée me dise comme ça, de but en blanc, bon, si tu veux te servir, demande avant. Moi, dans mon éducation, je me sers pas quand je suis dans un entrepôt. Je prends pas les boîtes de conserve ou les gâteaux parce que j'ai faim. C'est pas dans mon éducation, voilà. Parce que ça ne m'appartient pas. Donc pour moi, c'est du vol. Donc j'avais déjà été un peu étonné. Et puis pendant la pause, il y avait un type qui travaillait avec moi, qui me montrait un peu avec le transpalette ce que je devais faire, et puis qui me dit pendant la pause, est-ce que tu y as déjà été? Alors je dis où? Il me dit en carré. Alors en fait c'est en prison quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce jeune personnage, en fait, bon voilà, on était dans une région banlieue de Lyon, où, disons, bon, il y a Saint-Priest, il y a à Lyon, il y a Vaux-en-Velin, il y a des quartiers comme ça qui sont assez chauds, que j'ai connus de près. Et donc, en fait, où visiblement, pour certains jeunes, je dis pas tout le monde, hein, et ce jeune-là, il était blond, il ressemblait plutôt à un Suédois qu'autre chose, je peux vous garantir. Donc, vous voyez comme quoi, hein, l'histoire du faciès. Hein. Et, euh, et visiblement, pour ces jeunes-là, c'était une forme d'épreuve voilà, est-ce que si vous avez déjà été en zonzon, quoi, ben vous êtes un dur, quoi, un vrai, un tatoué, quoi. Et alors, ben, j'ai été désolé de lui dire, bah non, je suis désolé. Vous voyez comme quoi, c'est quand même. Ça m'avait surpris et finalement, à la fin de la journée, j'ai dit que je ne reviendrai pas. Mais euh, euh, vous voyez, c'est quand même un peu, euh, comment dire, euh, paradoxal. Et pour en revenir à la question, euh, moi, mon opinion personnelle, c'est que je pense que nous ne sommes pas aux États-Unis et que la, le contexte historique, le contexte social n'est pas le même, heureusement, et que je ne connais pas, alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres avis,
mais je ne reconnais pas ce caractère-là de racisme systémique d'État ou de racisme systémique qu'on attribue à des personnes dépositaires de l'autorité comme des policiers. Il y a Quand j'étais jeune, moi j'avais un copain qui était fils de flic, et son frère était flic aussi d'ailleurs, et bon, il parlait des ratonnades qu'il faisait le week-end. Vous voyez. Donc il y en a des racistes dans la police, il y en a, euh, voilà. Mais je pense que c'est 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 pas systématique. Euh, et, je, et je pense que les mentalités ont évolué d'ailleurs. Moi, je vous parle de ça, j'avais 15 ans, donc ça fait un peu plus de 30 ans. Donc, vous voyez, donc c'est déjà il y a un moment, et je pense que ça a changé aussi. Même s'il y a certainement encore des racistes dans la police, bien sûr, mais je crois que de là à avoir une espèce de pseudo-ségrégation, là, je crois qu'on exagère. Je pense que d'abord, il y a pas mal de personnes dans la police qui sont euh, ressortissants comme on dit, avec issus de familles avec du contexte migratoire. Donc, des, il y a beaucoup de gens qui sont issus des mêmes communautés. Donc, je ne crois pas que ce soit généralisé, ni systématisé, ni encouragé, encore moins encouragé par la hiérarchie. Justement, il y a une histoire des droits, il y a une histoire culturelle, une histoire qui fait que, heureusement d'ailleurs, que justement on n'en est pas comme aux États-Unis. Et même, je pense qu'aux États-Unis actuellement, justement, c'est en train de changer. Euh, et là, on voit quand même surtout des démocrates qui essaient de dénoncer Trump parce qu'ils font tout pour le démonter. Donc, qui a raison, ça je leur laisse parce que moi je suis pas états-unien, moi je ne m'occupe pas de leur politique. Par contre, quand je vois que ce genre de entre guillemets conflit déborde et arrive chez nous en disant ouais, salaud de raciste, de policiers racistes contre là je suis prudent quoi. Comme je l'ai dit, il y a sûrement des policiers qui sont racistes, mais est-ce que c'est l'exception qui fait la règle du genre? Je crois pas. Hein. Sans tomber dans l'angélisme, mais vous voyez, je serais un peu plus. J'aimerais d'ailleurs que nos médias essayent un petit peu aussi de nuancer, de différencier les choses. Parce que ce serait dommageable de faire croire, de laisser croire que tous nos flics sont des racistes. Voyez. Et moi qui vis en Allemagne, je peux vous garantir que les policiers ici sont extrêmement respectueux, ils vous voient, ils vous sont très courtois, même quand vous êtes convoqué. D'abord, garde à vue ici, ça n'existe pas. Il faut quand même se souvenir que la garde à vue, c'est quand même une mesure qui a été prise sous Pétain. Hein. Donc voilà. C'était pour s'occuper à l'époque des terroristes qui étaient tout simplement les résistants ou les gens qui refusaient de STO. Donc voilà. Aussi là, il y a aussi un contexte historique. Mais donc ici, nos policiers sont respectueux et je n'ai jamais entendu parler d'histoire de racisme ici. Par contre, je ne dis pas que ça n'existe pas. D'accord, qu'on soit d'accord. Mais moi, hein, à mon niveau, j'en ai jamais entendu parler. Donc, bon, après, je suis pas partout, hein, mais voilà. Donc, ce que je voudrais laisser, là, c'est un message d'espoir en même temps, parce que, heureusement qu'on a une situation différente des États-Unis, par exemple. Et puis aussi, justement, c'est bien de dénoncer le racisme, enfin, dénoncer, oui, c'est bien de le dénoncer, bien sûr, il faut le faire, mais il ne faudrait pas tomber non plus dans le panneau, c'est-à-dire de voir du racisme systématique là où il n'y en a pas. Je crois que là, ceux qui font ça, à mon avis,
c'est louche, quoi. Voilà, vous voyez, hein. Euh, Justement, on a une histoire et voilà, c'est très important, par exemple, de parler du Code noir, de parler de ça, de ce passé-là. Oui, les pays occidentaux ont été racistes. Oui, ils ont utilisé le racisme pour leurs fins économiques, l'exploitation, ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Ça a existé, mais ça a une histoire, il y a eu une fin à cela, il y a eu des combats qui ont été menés pour cela, qui n'ont pas été faciles à mener, etc., etc. Et puis, bien entendu, qu'on traîne ça avec nous, mais justement, euh, c'est notre fort, encore une fois, c'est pour ça que moi je crois à l'histoire en Europe, parce que justement, de cette histoire en Europe, on a appris énormément. Encore une fois, on a eu les guerres de religion, on s'est bouffé le nez avec ça. On a eu le colonialisme avec les tenants, les aboutissants et une réflexion là-dessus. On a eu justement une réflexion sur les droits de l'homme, on a eu une réflexion sur... euh, voilà, et on continue d'avancer avec ça. Même si, il ne faut pas être naïf, bien entendu, il y aura encore des racistes, etc. Mais voilà, on est quand même, on peut prendre du recul, on peut s'élever dans cette réflexion et ne pas tomber dans des choses avilissantes. Voilà. Bon, ben, c'était juste une petite réflexion qui a quand même duré 40 minutes, donc bonjour chez vous.